Chose faite. Donc, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce dernier atelier veilleur ouvert à toutes et à tous, ce dernier atelier veilleur de 2024. On va poursuivre, ne vous inquiétez pas, pour 2025. Donc, euh, aujourd'hui, la thématique qu'on aborde, c'est les événements à potentiel traumatique en milieu de travail. Mon nom, c'est Marilyn Lessard. Je suis professionnelle à l'équipe Santé Bien-être et coordonnatrice là, au niveau du programme de la communauté des veilleurs. Cette activité, comme je vous le disais, est ouverte par contre à toutes et à tous, pas seulement à notre communauté des veilleurs, parce qu'on sait que c'est un sujet qui peut être intéressant et qui concerne l'ensemble de la communauté du CIUS, parce que vous pourriez potentiellement être en contact avec le genre d'événement dont on va discuter aujourd'hui. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le sujet de la thématique d'aujourd'hui, qui peut être un sujet sensible si vous avez vécu des événements qui étaient difficiles dans les dernières semaines. C'est certain qu'on va aborder, en fait, notre conférencière Marie-Josée va aborder des contenus. On va avoir aussi des exemples de situations. Donc, si jamais vous sentez que c'est un contenu qui est plus difficile pour vous, vous pouvez arrêter le visionnement si vous voulez. Puis sinon, on demeure disponible aussi quelques minutes là, à la fin du webinaire si jamais vous en sentez le besoin et que vous voudriez discuter avec nous. Donc, je voulais attirer votre attention particulière là-dessus. Sinon, vous dire qu'on va fonctionner comme à l'habitude. Si vous avez des questions pendant la présentation, utilisez le clavardage. Je vais en faire la vigie pour soutenir Marie-Josée dans le cadre de la présentation. Puis, on va se garder un temps à la fin. Le contenu de la présentation aujourd'hui est enregistré, donc il pourra vous être envoyé par courriel d'ici la fin de la journée. La présentation PowerPoint sera également jointe au courriel. Vous aurez en main toutes ces informations-là. Si vous voulez les partager à des collègues aussi, c'est possible de le faire. C'est un contenu, comme on le disait, qui est ouvert à l'ensemble de notre communauté interne. Donc, n'hésitez pas si vous voulez le partager. Voilà. Donc, je vous présente Marie-Josée Bouchard, qui est aussi à l'équipe Santé Bien-être, mais particulièrement à l'équipe SPIC de soutien psychosocial et intervention de crise. Donc, Marie-Josée, je te cède la parole pour que tu puisses débuter la présentation. Merci, Marilyn. Merci pour la belle présentation. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce midi pour vous présenter un sujet qui me tient quand même à cœur, les événements potentiels traumatiques. Je me présente, même si Marilyn en a fait un petit topo. Là, je suis Marie-Josée Bouchard, travailleuse sociale de formation. J'ai surtout œuvré, moi, dans les équipes de santé mentale adulte et dépendance en CLSC. J'ai fait de tout. Les programmes SIV, ambulatoire, hébergement, guichet d'accès. Bon, j'ai fait un bon tour. Vu mon âge, là, j'en ai fait un petit bout. Comme Marilyn le disait, là, cette année, j'ai intégré la nouvelle équipe SPIC. C'est normal si vous n'avez pas entendu parler. C'est nouveau depuis 2 ans. Sinon, on se fait connaître de plus en plus, puis on entend qu'on parle de nous de plus en plus aussi. Dans le PowerPoint, à la fin, j'ai fait là, une petite diapo là, qui indique un petit peu c'est quoi notre offre de service, si vous voulez aller plus loin là-dessus. Là. Fait que c'est un petit peu ça que je pourrais vous dire. J'ai le goût de partir mon PowerPoint. Comme des fois, ça prend une trentaine de secondes, je vais vous présenter. On est une très petite équipe. J'ai le goût de vous présenter avant de commencer là, mes 2 collègues. On est 3 dans l'équipe. Donc, on a Alexandra Dubuc. On pourrait peut-être voir sa petite face. Ça fait différent que Bonjour tout le monde. juste d'avoir un nom. Est-ce qu'on te voit, Alexandra? J'ai ouvert ma caméra, mais je crois que là, il y a le PowerPoint qui était entré en même temps. Mais bonjour tout le monde, merci de participer à l'atelier. On voit quand même Alexandra dans la petite bon. vignette. Quand vous ouvrez le micro, vous apparaissez en haut du PowerPoint. Parfait. Toujours bon d'avoir un visage associé. Mais Alexandra et moi, on va demeurer à la fin. Si jamais, comme Marilyn disait, c'est un sujet un petit peu plus sensible, on va être là pour soutenir là, les gens à qui ça vient préoccuper là, un petit peu plus là, comme sujet. Sinon, j'ai mon autre collègue, Émilie Tannier. Bonjour. Émilie Tannier est à Saint-Jean. Vous avez beaucoup de chance de la rencontrer là, si jamais là, il y avait une demande qui était faite à l'équipe SPIC. Merci les filles. Alors, sans plus tarder, on va tomber dans le vif du sujet qui est les événements potentiels traumatiques.
Le but de ça, c'est vraiment de réduire les blessures de stress post-trauma quand ça nous arrive. Je vais agrandir mon écran, ça ne sera pas bien long. Et voilà. Donc, au terme de cette présentation, vous allez être en mesure de faire pas mal d'affaires en 40 minutes. Identifiez si vous-même ou un collègue est en présence ou non d'un événement potentiel traumatique. Vous allez être en mesure aussi de reconnaître les manifestations physiques de stress aigu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et les réactions de stress post-traumatique lorsque vous-même ou un collègue est exposé à un événement potentiel traumatique, de démystifier certains mythes et croyances qui peuvent conduire à banaliser les... excuse-moi, qui peuvent conduire à banaliser les événements potentiels traumatiques ou les réactions, ce qui n'est pas jojo parce que c'est difficile de travailler là-dessus si on les banalise, puis de mettre en pratique des stratégies adaptatives pour prendre soin de soi et des autres, selon les bonnes pratiques évidemment, là, dans le but de réduire les blessures de stress post-traumatique, puis de prévenir les complications de santé. J'ai commencé le webinaire avec évidemment des situations concrètes qui arrivent dans le CIUS parce qu'on est une équipe qui intervient évidemment là, auprès des employés. Donc, les photos et les noms sont fictifs, mais les situations sont bel et bien réelles. Je vous en donne 6. Peut-être que vous allez... J'ai essayé d'aller chercher un échantillon le plus large possible de personnes là, qui pourraient là, vivre ça dans notre établissement. Donc, on a Sandra. Elle est infirmière, elle travaille en CHSLD. Elle a été agressée physiquement par un usager qui souffre de troubles cognitifs. Nous, on va dire qu'elle est victime directe d'un événement à potentiel traumatique unique. On pourrait aussi avoir Eric, préposé à l'entretien, travaille en CLSC. Il apprend que son collègue a eu un accident de voiture grave. On va dire d'Éric qu'il est victime indirecte, ce n'est pas lui qui a eu l'accident de voiture, d'un événement potentiel traumatique unique aussi dans ce cas-ci. On pourrait avoir Audrey, agente administrative. Ça pourrait être aussi une archiviste et bien d'autres professions. Là, elle travaille dans un centre jeunesse. Elle lit chaque jour des rapports qui font mention de violences que subissent des jeunes enfants. On va dire d'elle qu'elle est victime indirecte, elle ne subit pas les violences, mais cette fois-ci d'un cumul d'événements qui ont un potentiel traumatique. Faire attention, ça ne veut pas dire que c'est traumatique, mais qu'il y a un potentiel de. Mathieu, préposé aux bénéficiaires, travaille dans un centre hospitalier en oncopédiatrie. Lui, il vit son 3e deuil non prévisible pour un enfant ce mois-ci. Ça en fait beaucoup. On va dire qu'il est victime directe d'un cumul d'événements potentiels traumatiques. Et même les gestionnaires, on a Anna, gestionnaire, elle travaille à l'hébergement de Val-du-Lac, puis elle vit régulièrement des moments troublants, tant professionnels que personnels, en raison de la confiance que ses employés lui accordent pour partager leurs expériences et leurs préoccupations. On va dire qu'elle est victime indirecte d'un cumul d'événements à potentiel traumatique. Alors voilà, on va aller voir ça de plus près. Un événement à potentiel traumatique, ça peut être un événement unique, comme on l'a vu, mais ça peut être aussi un cumul d'événements, ce qu'on va appeler la goutte qui fait déborder le vase. Là. Dans les deux cas, on peut être une victime directe ou indirecte. On va voir un petit peu plus près, c'est quoi l'événement unique? C'est un événement qui est intense, qui menace l'intégrité physique ou psychologique de l'employé. Alors, on a des exemples, le décès ou un suicide d'un proche, un accident, une maladie grave, une agression, ça peut être physique, sexuelle, armée, incendie, explosion. Quand on va parler d'un cumul d'événements, là, on parle de micro-traumatisme, mais ça vient progressivement user la capacité d'adaptation. Donc, à un moment donné, on a un nouvel événement qui arrive et celui-là, il fait comme paf, le lastique vient de péter, comme on dit. Ça peut être des insultes, des menaces, des deuils, mais c'est le caractère répétitif de ces événements-là qui vont faire que ça a un potentiel traumatique. Dans les deux cas, victime directe ou indirecte, on aura compris que directement, c'est nous qui vivons l'événement, puis de manière indirecte, on est témoin ou on a entendu qu'une personne a été témoin d'eux.
Ça peut aller jusque-là, dépendamment de notre histoire personnelle, de nos vulnérabilités, de notre expérience. Pour un paquet de facteurs, certaines personnes peuvent être très affectées, plus vulnérables, d'autres moins. Pour un même événement, certains vont avoir un potentiel traumatique plus grand, d'autres moins grand. Donc, si on peut être exposé à l'événement ou voir quelqu'un se faire frapper ou être insulté à répétition, puis ça peut venir nous affecter. Le stress aigu. Sachez qu'à tout moment, quand vous allez vivre un événement à potentiel traumatique, ça ne veut pas dire qu'il est traumatique et qu'il va nécessairement l'être, mais qu'il y a un potentiel, donc il y a quelque chose de grave qui nous arrive ou de cumulatif, on va avoir un stress aigu. Le stress, le corps, il est normal, il fait ce qu'il a à faire. C'est une réponse qui est physique pour fuir ou combattre. C'est bien désagréable, mais ça ne fait pas mourir. Il faut savoir que ça, c'est le normal dans l'anormal. En fait, c'est l'événement à potentiel traumatique qui est plus l'anormal. Ça arrive, mais il est hors norme. Ce n'est pas tous les jours qu'on va en vivre, mais on pourrait en vivre. Et si on en vit, sachez que le stress aigu, c'est tout à fait normal. On a des exemples. On peut avoir les mains froides, moites, engourdies, la bouche sèche, faire de l'hyperventilation, palpitations cardiaques, se coucher le soir, être au repos, puis quand même sentir que le cœur débat, transpirer, la cage thoracique contractée, les jambes molles. En fait, tout ce qui ne sert pas à fuir ou à combattre, le corps il met à off ces énergies-là pour focusser sur l'essentiel. On dit que c'est normal, ça peut durer de 1 à 3 jours. Évidemment, 3 jours, c'est long, mais ça se peut. Ça devrait s'estomper là, au fil du temps, ce stress aigu-là. Après 3 jours, c'est douteux. On peut guetter, là, si on a encore des symptômes comme ça, on se couche le soir puis on a des palpitations cardiaques ou on sent qu'il y a des symptômes, là, on parle de symptômes physiques parce que c'est les plus manifestes, mais ça peut être des symptômes psychologiques aussi qu'on n'aborde pas aujourd'hui, mais si c'est plus que 3 jours, il faut guetter qu'il y a peut-être quelque chose qui s'installe. On va avoir 4 réactions quand on vit un événement à potentiel traumatique. On est toujours dans le normal, là. Ces réactions-là, elles sont normales. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les vivre en même temps, puis toutes avoir les réactions, mais ça se pourrait qu'il y en ait une qui s'installe, ou 2, ou 3, puis que ça nous perturbe. On dit que ça va être normal de 1 jusqu'à la 30e journée. Mais sachez que si ça l'augmente au fil du temps, que ça ne s'améliore pas, il y a peut-être des individus qui ont un potentiel de trauma qui est plus grand. Donc, la première des réactions, c'est la reviviscence. Chacune des réactions a une fonction. Donc, le corps est bien fait, la reviviscence, sa fonction, c'est de donner un sens et d'intégrer l'événement. Ça va permettre que ça s'installe puis qu'on digère ça, dans le fond. Ça peut être des souvenirs pénibles, récurrents, envahissants. Ça peut être des rêves répétitifs, ça peut être des flashbacks. Jusqu'à 30 jours, ça se peut. Comme je vous dis, guettez quand même. On va voir dans les prochaines diapositives qu'est-ce qu'on peut faire pour guetter puis apaiser les blessures de stress post-traumatique également. Une deuxième réaction qu'on peut vivre, c'est l'évitement. Cette réaction-là, sa fonction, c'est d'offrir une pause temporaire aux émotions puis à la détresse et l'anxiété. Évidemment, on peut en vivre une certaine dose, mais trop, c'est trop. Donc, l'évitement va permettre d'éviter ça. Et le mot-clé ici, c'est temporaire. Si on le fait trop longtemps, on devient dans d'autres choses. Mais de manière temporaire, c'est assez normal qu'on va faire des efforts effrénés pour éviter tout ce qui va rappeler l'événement qui a été quand même, pour nous, très perturbateur. Donc, on va éviter les lieux, certains objets, des pensées, des souvenirs, certaines personnes qui nous le rappellent. Toujours dans la même optique, on guette ça de 1 à 30 jours. Une troisième réaction qu'on peut vivre, c'est des changements dans l'humeur et les croyances. Ça a la fonction d'offrir une distance avec soi-même et les autres. Donc, on peut être incapable de ressentir des émotions positives ou de se souvenir de l'événement. Ça se peut. Une diminution marquée de l'intérêt. Ça ne va pas vers une dépression, mais au moment où on vit cette réaction-là, on peut sentir qu'on est un petit peu moins joyeux, disons. Des attentes négatives par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport au monde entier.
puis des croyances déformées. Donc, on va blâmer, on va culpabiliser beaucoup plus que si on n'était pas dans cet état-là. Et ça aussi peut durer jusqu'à 30 jours. Évidemment, on n'attend pas la 30e journée pour réagir. On va voir qu'on peut faire des moves bien avant. Une dernière réaction qu'on peut vivre, c'est l'hyper-éveil. La fonction, c'est de tenir le système d'alarme toujours prêt. Là, lui, il a compris, il a mis la main sur le feu. Il faut savoir que non, il ne faut pas la remettre dessus. Là. Donc, il nous tient en vigilance. On peut faire des crises de colère. On peut avoir des comportements autodestructeurs ou imprudents. On ne se reconnaît pas. On se dit, coudonc, c'est pas moi. C'est bien bizarre comment je réagis, mais ça se peut qu'on soit dans ça. Des réactions exagérées de sursaut, des problèmes de concentration, des troubles du sommeil, puis de l'hypervigilance. Voici, selon les bonnes pratiques, un auto-soin important. Tu te rends compte que tu as vécu quelque chose qui t'a perturbé. Tu te dis, ça a-t-il un potentiel traumatique ou pas? Bon, voici 5 questions à se poser. Vous allez voir, sont très en lien avec les réactions qu'on vient de voir, qui sont, somme toute, normales jusqu'à 30 jours. On s'en fait plus ou moins, à moins que ça l'augmente ou que ça persiste. Donc, l'auto-soin s'appelle « Est-ce que je suis en présence d'un événement à potentiel traumatique? » On veut dépister les réactions de stress post-traumatique lorsqu'on est exposé à un événement qui en a un potentiel. Si vous répondez oui à plus de 3 questions depuis plus de 2 semaines, c'est pour ça qu'on va dire qu'entre 2 et 4 semaines, on a là une période critique. On pense que l'événement est derrière, puis bon, ça s'est amélioré, oui, mais peut-être qu'il en reste aussi. Donc, on peut sortir ça, avoir ça dans notre cellulaire proche et se demander jusqu'à la 30e journée, est-ce que je réponds oui 3 fois entre la 14e et la 30e journée? Parce que là, on a lieu de s'inquiéter et d'aller vers des stratégies qui sont plus que des stratégies d'auto-soin, mais peut-être même de l'aide professionnelle. Donc, les questions sont les suivantes. Je fais des cauchemars sur l'événement potentiel traumatique ou j'y pense sans le vouloir? Oui ou non? Je fais des gros efforts pour ne plus penser à l'événement potentiel traumatique ou pour éviter tout ce qui me rappelle cette expérience-là. Ça peut être, je suis constamment sur mes gardes et hyper vigilant ou je sursaute facilement. J'ai du mal à ressentir des émotions positives ou j'ai l'impression d'être détachée de certaines activités que je fais d'habitude ou même de mon entourage. Je me sens coupable. Je suis incapable de cesser de blâmer les autres ou de me blâmer moi-même par rapport à l'événement ou aux conséquences que ça l'a apporté. Donc, on guette ça, c'est un des premiers auto-soins. Puis, si on ne répond pas oui, puis ça va mieux, ben, tant mieux. On a vécu un événement et on n'aura pas de trauma par rapport à ça, ce qui, dans les probabilités, est le plus probable. Mais il faut guetter le cumul. Ça se peut bien qu'à chaque fois, même si ça semble banal, il faut quand même, on peut toujours l'évaluer. Voici ce qu'on s'est rendu compte au fil du temps, c'est que c'est un peu ça, c'est que les gens banalisent. Ah, c'est ma job, c'est normal, ça va passer, mais bon. Évidemment, si on ne sait pas qu'on est dans des mythes, des croyances, si on ne sait pas qu'on banalise, c'est difficile d'agir pour notre santé puis de prévenir les complications de santé ou de diminuer les blessures de stress post-traumatiques. Voici des exemples de croyances ou de mythes qu'on peut avoir. Donc, je vous invite vraiment à regarder, est-ce qu'il y en a qui vous parlent plus que d'autres? Seuls les événements extrêmes peuvent nuire à ma santé psychologique. Non, on le voit, des insultes à répétition, ce n'est pas extrême, puis ça peut quand même nuire à la santé. Ça devrait plus m'affecter au fil du temps de voir des gens mourir ou souffrir. Je devrais au contraire m'y habituer. En fait, on peut aussi jamais s'habituer. On peut demeurer affecté, même si la douleur est moins vive au fil du temps ou qu'une accoutumance là, se développe. Mais c'est quand même, on est dans le mythe et la croyance. Là. Ce ne sont que les personnes faibles qui vivent la maladie mentale suite à un événement à potentiel traumatique. C'est absolument pas ça qui arrive. Étonnamment, tout le monde peut vivre la maladie mentale. Personne n'est à l'abri de ça. Les réactions post-traumatiques sont vraiment multifactorielles. Puis on ne peut pas réduire, moi, je trouve, des expériences complexes de même à des jugements de je suis forte, je ne suis pas forte, je suis faible. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça arrive. Je peux toujours m'en sortir seule avec ma force intérieure.
Ben, moi, je vous dirais, mais tant mieux. Si vous avez une force intérieure, c'est précieux, puis c'est une excellente ressource, mais des fois, ça peut ne pas suffire, puis ça ne doit pas freiner la demande d'aide, je vous dirais. Un autre mythe et croyance qu'on pourrait entendre fréquemment, c'est le temps, ça guérit toutes les blessures ou on doit oublier pour guérir. Ça peut aider, mais ce n'est pas tout à fait juste, je vous dirais. Je ne devrais pas réagir aussi intensément suite à un événement potentiel traumatique, c'est-à-dire de faire des cauchemars, de sursauter, d'éviter d'y penser, de blâmer, d'avoir des émotions négatives. On l'a vu, c'est tout à fait normal. Donc oui, si tu vis ça, tu ne t'en fais pas, du moins pour un certain laps de temps. Comme je n'ai pas failli mourir, je n'ai pas été confrontée à un événement à potentiel traumatique. Il n'y a pas eu mort d'homme. Absolument pas. L'impact traumatique, ça ne dépend pas uniquement de l'atteinte à l'intégrité physique, mais aussi de la perception subjective qu'on a de l'événement. Certaines personnes vont avoir peur de mourir, puis cette peur-là va les amener essentiellement à augmenter le potentiel de trauma. Donc, c'est variable pour chacune des personnes. Un dernier qu'on entend souvent, je vais avoir l'air faible ou devenir un fardeau pour les autres si je raconte ce que je vis ou que je demande de l'aide. Ben, celle-là, je la trouve dure parce qu'on sait que le réseau social, c'est de loin le meilleur facteur de protection. On est des aides sociaux interdépendants. Puis, à mon avis, demander de l'aide, c'est plus du courage, puis de la mobilisation, de la motivation à vouloir résoudre, puis à aller mieux. Une belle responsabilisation de sa santé mentale également. Donc, c'est vraiment dans les mythes et les croyances. Ce qui est dommage, c'est que ça a beaucoup d'impact quand on a ça dans la tête pour soi et pour les autres à qui il arrive des drames. Il y a des enjeux de la banalisation des événements à potentiel traumatique ou des réactions. Ça vient minimiser la souffrance que vous vivez, ou bien celle qu'un collègue peut vivre. Ça vient nier vos besoins émotionnels et ceux des autres, évidemment. Parce que si tu as cette croyance-là, tu l'entretiens pour toi, tu vas banaliser, mais aussi quand ça arrive à un collègue. Ça vient renforcer l'isolement ou l'isolement des autres. Ça vient stigmatiser, puis faire obstacle à la demande d'aide. Ça vient freiner nécessairement la mise en place des stratégies adaptatives pour prévenir les complications de santé. Si on est dans « ben non, ça ne m'arrive pas » ou on banalise, on ne va pas prendre en charge puis faire ce qu'il faut. Alors voilà, on a une première partie, je vais juste regarder le temps, on est dans nos temps, on s'en va plus vers les stratégies. Comment on fait pour prendre soin de soi et des autres quand ça nous arrive? On a évidemment des choses qu'on peut faire en tout temps, comme l'auto-soin qu'on a vu, vérifier est-ce qu'on répond oui aux réactions depuis plus de 2 semaines, au moins 3 fois. Mais on a aussi des choses qu'on peut plus faire quand l'événement arrive, les heures et les jours qui suivent, puis les semaines qui suivent. Donc, on a comme des grands points comme ça. Moi, je les ai séparés comme ça, là. Les stratégies adaptatives pour diminuer les blessures de stress post-traumatique. Donc, tout de suite après l'événement potentiel traumatique, c'est plus une période où il faut normaliser. Tu vis des réactions? Oui. C'est désagréable? Oui. Est-ce que c'est normal? Oui. On normalise. On donne de l'information. Je suis en train de vous en donner de l'information. Et cette information-là va probablement vous aider à beaucoup mieux prendre soin de vous et de vos proches et de vos collègues. C'est vraiment un temps où il faut verbaliser les émotions. Le but, c'est de réduire la détresse et la charge émotive qu'on vient de vivre. Au moment où ça arrive, c'est l'essentiel. Je vous ai mis 2 thèmes, comme victime directe ou indirecte de l'événement, puis dans un deuxième temps, j'ai toujours comme veilleur ou comme aidant. Comme victime directe ou indirecte, on doit reconnaître, ne pas le banaliser. Oui, je suis exposée à un événement à potentiel traumatique ou pas. Les réactions, donc on peut faire l'auto-soin qu'on a fait ensemble tout à l'heure. On va verbaliser nécessairement qu'est-ce qu'on ressent, comment on l'a vécu, comment on le perçoit, mais on ne force pas. On va normaliser, on va accepter l'aide. Si on vous offre un diffusing, si on vous offre de vous écouter, moi je vous recommande oui, ça peut être une très bonne chose.
Comme veilleur ou comme aidant, dans le thème d'aujourd'hui, même si c'est ouvert à tout, parce qu'on est tous des aidants, là, puis on veut être bienveillant avec nos collègues, on oriente la discussion sur le vécu actuel. Tu vis quoi en ce moment? Ce qu'on voit beaucoup, c'est raconte-moi ce qui s'est passé. Et ça, on va voir tout à l'heure, c'est vraiment contre-indiqué. Parce qu'on ne veut pas retraumatiser ou revivre ou revoir certaines images, puis ni comme aidant. Si on n'a pas vu la scène, on ne veut pas être une victime indirecte, puis tout entendre non plus, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va plus axer sur la charge émotive, le vécu, les pensées. On va offrir, c'est du B à bas. As-tu besoin des mouchoirs, de l'eau? On va s'éloigner du lieu où l'événement s'est produit si c'est indiqué de le faire. On va donner de l'information, des conseils. On va demander est-ce que je peux appeler un proche pour te reconduire? Parce que peut-être la personne n'est pas en état de conduire. Peut-être qu'elle a besoin de parler, puis elle ne veut pas te parler, mais elle parlerait par exemple à sa mère. On va écouter, évidemment, sans jugement, puis avec une posture d'empathie. On va normaliser les émotions puis les réactions. On ne va pas appeler ça des symptômes, mais des réactions de stress post-traumatique. Donc, c'est comme ça que ça se passe quand on vit quelque chose de gros. On a des réactions. Alors ça, c'est l'étape quand ça arrive. Soit que c'est le cumul, soit que c'est l'événement qui est gros. Un petit peu plus loin, prendre soin de soi et des autres tout de suite après l'événement potentiel traumatique et les heures qui suivent. Marilyn, y a-t-il quelque chose? En fait, je voudrais juste compléter concernant ton intervention pour le veilleur, parce qu'effectivement, ce que tu as nommé, c'est une bonne pratique. Si jamais, comme veilleur, vous ne vous sentez pas habilité à écouter, à offrir cet accompagnement très court terme sans rentrer dans l'intervention, parce qu'on s'entend que la limite du rôle du veilleur, c'est d'écouter, de référer. Donc, vous pouvez tout simplement repérer et offrir un soutien pour accompagner quelqu'un vers des services qui pourraient bénéficier, dont ils pourraient bénéficier, soit le programme d'aide aux employés. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus d'aller dans ce qui est proposé ici. L'important, c'est vraiment d'être attentif aux symptômes puis de voir si on peut offrir de l'aide ou une référence. Donc, je voulais juste apporter cette nuance-là. Il y a quelques questions qui sont posées dans le clavardage aussi, mais on va y revenir un peu plus tard. Là. Je vais te laisser continuer, Marie-Josée, puis on va les aborder un peu plus tard, là, suivant le contenu que tu vas présenter. Mais tant mieux si ça suscite des questions, c'est bon aussi. Mais effectivement, belle nuance. Ce qui est proposé là, c'est évidemment si on est capable de le faire, sinon on réfère. Puis on va le voir aussi, là, c'est très indiqué de référer. Là. On n'est pas des psychothérapeutes comme veilleurs ou comme collègues, puis on peut être un zéro équipé pour faire ça, même comme gestionnaire, même comme dans n'importe quoi, il faut se sentir très à l'aise de le faire. Effectivement. Merci, Marilyn. Tout de suite après l'événement potentiel traumatique et les heures qui suivent, c'est plus une étape. Donc, la journée même, on va dire. Là. Ça ne vient pas de se passer, mais dans l'avant-midi, dans l'après-midi, bon, sécurité et stabilisation. Si on est victime, on va s'offrir des moments réconfortants. Ça peut être sur le plan physique ou émotionnel, dépendamment de chacun. On a tous nos stratégies pour se réconforter. Il y en a que ça va être d'aller marcher, il y en a que ça va être de faire du yoga, il y en a que ça va être d'aller plonger dans un bain chaud. Visiter des personnes qui font du bien et à qui on peut faire part de nos préoccupations. Là, je suis dans le jus, je n'arrive pas à bien réfléchir, je veux juste que quelqu'un me fasse asseoir, je ne sais pas qui appeler. Ça peut être juste de ventiler ça. Identifier les besoins, voir comment y répondre. Je viens d'en nommer un exemple, qui va faire mon souper ou qui va m'aider. Juste un instant, je pense que j'ai diminué mon... Je vais agrandir ma fenêtre, je n'arrive plus à lire. Je pense que tu as changé de page. Changé de page, hein? Oui, c'est ça. Pratiquez les techniques de respiration diaphragmatique. On va voir que je vais vous offrir des auto-soins. Il y en a qui connaissent ça, il y en a qui ne connaissent pas ça. C'est une technique hyper simple et elle est à portée de main de tous. Elle vient vraiment rééquilibrer le canal sympathique, parasympathique. Elle a beaucoup d'effets pour quelque chose de très, très simple et à portée de main. Je vais vous montrer là, un petit peu plus loin là, comment on peut s'y prendre. Pour revenir au calme ou une technique d'ancrage, ça aussi, je l'ai mis dans un auto-soin. Si la personne, elle a des signes qui indiquent qu'elle n'est pas stable, soit elle est en détresse
intense, désorientée, ou à l'inverse, le regard absent ou elle s'active sans but, là, ça peut être les deux. Peut-être qu'elle ne sera pas capable de faire la technique de respiration. Peut-être qu'on est mieux d'avoir une technique de grounding là, que je vais vous montrer également. Comme veilleur ou aidant, en parenthèse, là, si on s'en sent capable, ça c'est vraiment important. Accompagner la résolution de problèmes. Peut-être qu'on peut avoir des idées, tout simplement d'en parler à deux, ça peut être super aidant. La réalisation des techniques de respiration, je peux t'aider à le faire, je peux rester avec toi pendant que tu le fais, je peux calculer ton temps, on peut aider. Technique d'ancrage, si on s'en sent capable également, s'il y a lieu, évidemment. Aider à comprendre les réactions, puis les normaliser. Ce que tu me dis là, je l'entends, c'est normal, j'ai appris telle affaire, puis je t'informe de, si on est capable, on le fait. Maintenant, les plus dans la catégorie, ouais, c'est ça, c'est qu'il me manque une phrase, hein, celle-là, mais c'est pas grave, je vais vous la dire. C'est plus dans les semaines et les semaines à venir, les jours et les semaines à venir. Comme victime directe ou indirecte, ce qu'on veut faire, il y a 3 choses, je vous les ai mis en caractère gras, c'est 1. L'événement est un peu derrière, on devrait plus avoir de stress aigu, puis on devrait voir diminuer les réactions ou au contraire, elles ne sont pas arrivées, puis là, ils apparaissent, là, on ne le sait pas. Mais rendu là, on veut retrouver un sentiment de sécurité, d'efficacité, se connecter aux autres, puis pratiquer les autosoins. C'est vraiment des choses importantes. Le sentiment d'efficacité, on met l'emphase, c'est sur nos zones de pouvoir. Pas de pouvoir sur la température, mais j'ai du pouvoir sur qu'est-ce que je peux faire comme activité s'il pleut dehors parce que je ne peux pas aller dehors. Ça semble banal, mais c'est important. Sur la résolution de problèmes concrets, sur l'identification des forces et des facteurs de protection. Ça peut être des petits problèmes. Rendu là, des fois, on n'est pas capable de gérer des grosses affaires, puis on est étonné comment on est affecté, puis on devient de plus en plus fatigué, puis on a besoin des gens pour réfléchir des solutions très, très simples, puis mobiliser notre réseau. On veut retrouver un sentiment d'espoir. Je m'excuse, je l'ai passé celui-là, mais il est aussi important. Donc, l'espoir qu'on va se rétablir, puis on a du pouvoir sur se rétablir. Donc, on va forger évidemment de la résilience, puis on va miser sur des moments et des activités qui nous plaisent, puis on va revenir à des saines habitudes de vie. Moi, j'aime bien manger de la poutre quand je ne vais pas bien. Ça se peut bien que j'en mange, mais ça se peut bien que je me dise aussi, j'en mangerai pas tous les jours. Je vais revenir à plus des habitudes de vie qui vont me faire du bien, des habitudes d'exercice et de sommeil qui vont me permettre de me rétablir et de retrouver un fonctionnement habituel. On va se connecter aux autres. On sait que c'est le meilleur facteur de protection. Donc, ça peut être des membres de la famille, des amis, des collègues, des organismes communautaires, le PAE, médecins, autres, notre gestionnaire. On ne pense pas, mais il veut notre bien également. Donc, toutes ces personnes-là, dépendamment avec qui tu te sens le plus à l'aise ou de la situation, ça peuvent être importantes là, de connecter. Est-ce que les autosoins, on va les voir bientôt. Comme veilleur ou aidant, on agit proactivement. On encourage le rôle actif de l'aider dans son rétablissement. On offre du temps, continue de normaliser et d'informer, puis on demeure disponible et surtout, comme Marie-Hélène le dit, on réfère aux besoins. On ne fait pas ce qu'on n'est pas à l'aise de faire. Les autosoins, j'en ai mis 5 ici, sont hyper simples, mais ça ne prend pas des choses bien compliquées non plus pour s'aider et prévenir des complications de santé. Puis l'idée, c'est que si c'est compliqué, c'est qu'on ne le fait pas non plus. Donc, on a la technique de respiration diaphragmatique qui je place une main sur mon ventre, puis il y en a sur YouTube, il y en a partout. Donc, tu sais, si jamais là, vous voulez en voir, là, vous allez pouvoir en trouver. J'inspire lentement pendant environ 3 secondes, puis je sens mon ventre se gonfler. Vous allez voir qu'on a tendance à respirer beaucoup ici, mais c'est une respiration abdominale. Il faut que ça gonfle le ventre. Et à l'inverse, on expire par le nez pendant 3 secondes, puis on devrait sentir ça se dégonfler. Technique d'ancrage quand on est très désorganisé ou au contraire, le regard absent. On va se centrer plus sur une technique, moi je l'appelle la 5-4-3-2-1, puis ça réfère au sens que l'on a. Donc, assieds-toi, respire un bon coup,
Nomme 5 choses que tu vois autour de toi. Respire à nouveau 4 choses que tu peux toucher. 3 choses que tu peux entendre. 2 choses que tu peux sentir. 1 chose que tu peux goûter. Puis souvent, ça ramène la personne à elle et à son environnement. Autoscan quotidien de mon état. Je l'aime beaucoup celle-là parce que si on ne s'arrête pas, se poser ces petites questions-là le matin, le midi, à la pause, quand on est vraiment affecté, on ne pourra pas agir. Puis si on ne s'arrête pas, c'est fou comme on continue, la vie continue, puis on n'est pas conscient qu'on est aussi affecté qu'on l'est en réalité. Donc, on peut se demander à tous les jours, c'est un autoscan quotidien, donc pendant les 30 jours, si on veut, est-ce que quelque chose me dérange? Comment je me sens? Est-ce qu'un événement m'a marqué aujourd'hui ou dans les dernières heures? Est-ce que mes zones de vulnérabilité sont activées? Si j'ai vécu de la violence quand j'étais jeune, ça se peut bien que je ne réagisse pas de la même manière que ma collègue là, quand j'ai vu quelqu'un chicaner ou se faire frapper là, dans le corridor. Là. De quoi ai-je besoin pour me sentir bien ou mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Auto-évaluation de mes signes psychologiques, je vais vous laisser les lire parce qu'il y en a beaucoup. Dans le petit encadré, en fait, c'est tous des symptômes qu'on peut vivre qui ne sont pas dans l'ordre de ce qu'on vit usuellement. Mais si ces signes-là sont présents là, depuis plusieurs semaines, là, c'est important de consulter là, pour prévenir là, la dégradation ou les complications de santé. Les idées d'auto-soins organisationnels, dans certaines organisations, il y en a plein, dans d'autres, il n'y en a pas du tout. Des fois, il faut les créer, des fois, il faut juste les réactiver. J'ai donné des exemples simples parce que ça peut nettement aider d'être connectés les uns aux autres dans un établissement. Je prends du temps avec mes collègues, j'échange, je fais des activités sociales, de la formation continue, de la supervision clinique. Je favorise un environnement de travail sain, des lieux physiques réconfortants, pause repas en équipe. Je favorise l'implication et le sentiment d'appartenance au milieu, donc avoir des projets communs, la promotion de l'identité professionnelle, etc. Je suis sûre que si je vous en demandais, on pourrait avoir une plus longue liste. Mais en gros, c'est des idées d'auto-soin qui peuvent vraiment aider. Ce qu'on doit éviter, puis c'est tentant d'y aller, mais c'est pas recommandé, vraiment pas. Banaliser le vécu et les réactions, on l'a vu, ça a beaucoup d'impact négatif. Rester seul, compte tenu que le meilleur facteur de protection, c'est d'être connecté. On va essayer au contraire de se connecter aux gens, de retraumatiser ou de contaminer les autres en rappelant ah, il y avait telle affaire, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Tu sais, quand ça a fait boum, c'est peut-être pas nécessaire parce qu'on vient ancrer l'image encore plus. Donc, on essaie d'éviter de tout raconter en détail l'événement comme tel, satisfaire sa curiosité ou s'exposer aux médias. Celle-là est plus difficile. Les gens ont de la misère, mais ce n'est pas indiqué tant que ça là, dans les 30 jours. Là. Gérer le stress avec des stratégies passives comme surconsommer, ça peut être des stimulants, de l'alcool, de la caféine, des boissons hyper sucrées. Ruminer, c'est sûr qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais quand on se rend compte qu'on rumine, il faut essayer de freiner ça le plus possible. Fuir dans des actions ou des distractions, là, des jeux cellulaires. On sait qu'on en fait 15 minutes chaque matin, mais là, on est rendu qu'on en fait 1 puis 2 heures. Un bon indicateur qu'on est dans quelque chose qui n'est pas nécessairement le plus sain là, pour se rétablir. Le surentraînement, ça va me faire du bien. Peut-être qu'on est mieux de revenir à des habitudes, à un fonctionnement habituel. Si tu t'entraînais 3 fois semaine, 1 heure, reprends simplement cette habitude. Et voilà, on est rendu au quiz. On a du temps pour le faire. J'ai ma collègue Alexandra qui va vous envoyer des petits vrais ou faux. Là. Je pense que ça, c'est des vrais ou faux. Vous allez y répondre, mais ce n'est pas quelque chose de bien compliqué. C'est juste pour alléger parce qu'il y a quand même pas mal de théories. Vrai ou faux? Mon collègue me parle d'un événement à potentiel traumatique qu'il vient de vivre. Je dois lui demander de me raconter tout en détail. C'est comme Géopardy, vous avez 10 secondes pour répondre.
Tout, 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 tout. Alexandra, est-ce que tu peux me dire si, OK, il y a 65 réponses, je viens de le voir. 97% répondent faux et c'est la bonne réponse. On ne veut pas nécessairement que la personne nous raconte, on vient de l'expliquer, on ne veut pas nécessairement consolider ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu pour éviter de se retraumatiser ou de traumatiser quelqu'un d'autre. N'importe vrai ou faux. Et voilà. Il faut avoir vu et vécu en direct l'événement à potentiel traumatique pour en subir des conséquences. Alors, la même affaire, vous pouvez y répondre. 73 Donc, on réponses. comprend, peut-être on Faux. comprend que le crochet, c'est vrai, puis le X, c'est faux. On Ça voit sur serait la une bonne question. idée, mais tout le monde l'a bien compris parce que la réponse est effectivement faux et 100% des personnes, 77 sur 77 ont répondu faux. C'est possible de le vivre de manière indirecte. On peut avoir été témoin, on peut avoir entendu que quelqu'un qui s'est arrivé, comme dans les exemples avec lesquels on est parti là, en début de rencontre. J'ai misère à tourner mes pages. OK, ici. La respiration diaphragmatique est une bonne pratique d'auto-soin. Vrai ou faux? Bon, c'est très, 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 très vrai. C'est plus que vrai. Ça a l'air tellement banal qu'on n'ose pas y croire, mais c'est à portée de main, ça diminue le cortisol, ça vient activer le système nerveux sympathique, ça vient donner de l'oxygène pour la clarté mentale. Respirer, c'est une bonne pratique d'auto-soin. Puis, évidemment, quand on lit le ventre, ça se gonfle, le nez, expirer, inspirer, on peut être mêlé au début, mais si on le pratique, ça devient là, de plus en plus aisé et facile de le faire. Vrai ou faux? Je viens de vivre un événement Peut-être potentiel. juste avant de passer, Marie-Josée, à l'autre question, j'ai mis aussi l'application Respirelax qu'on peut downloader dans les cellulaires, c'est gratuit. Puis ça nous aide justement si on est dans une situation où c'est plus difficile pour nous de compter, ben, on fait juste suivre la petite boule là, qui évolue en haut, en bas pour nous aider à respirer. Donc, je l'ai mis dans le clavardage, mais c'est une application gratuite qui peut être aidante là, pour soutenir la respiration et revenir au calme. Oui, Marilyn. Je viens de vivre un événement potentiel traumatique. Me surentraîner ou rester seul s'avère de bons moyens si je veux prévenir les problèmes de santé. Effectivement, je pense que tout le monde a compris que c'est faux. Pas d'explication, ne faites pas ça. Vrai ou faux? Ma collègue me dit qu'elle fait de l'évitement, qu'elle a moins d'appétit, elle fait des cauchemars, elle est 10 jours après avoir été confrontée à un événement potentiel traumatique. Je peux la référer au gestionnaire ou à un professionnel. Absolument vrai. Ne tardez pas, le besoin est toujours là de la première à la 30e journée, même après. La référence, elle est toujours OK. Ouais, vous êtes pas mal bon. Dernière question. Quelle est la bonne réponse? Il est normal de vivre un stress aigu et des réactions post-traumatiques à la suite d'un événement à potentiel traumatique. Ça peut devenir un problème de santé si les réactions persistent plus que 5 jours, 90 jours, 15 jours, 30 jours. Alexandra, tu vas-tu nous envoyer un ABCD ou? Pour celui-là, en fait, vous pouvez l'écrire dans la conversation A, B, OK. C ou D. OK, on a une D. OK, on a un autre D. D. D, 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 C, D. Absolument. Voilà. Merci d'avoir joué le jeu des vrais ou faux puis du petit quiz. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. C'était moins théorique. Est-ce que je peux arrêter le partage pour les questions? Je vais juste vous montrer peut-être ici.
C'est ici que je vous ai mis là, dans le PowerPoint l'offre de service SPIC. Si vous voulez aller voir, vous ne pouvez pas faire de demande directement. C'est vraiment un service de deuxième ligne là, qui est fait. Les demandes sont faites par les PRH, mais votre gestionnaire, si vous lui en parlez, peut effectivement là, diriger des demandes vers nous. Sinon, période de questions. Fait que je peux arrêter mon partage, Maria? Oui, tu peux arrêter ton partage d'écran pour les questions. Pour voir les gens. J'en ai déjà qui étaient écrites, puis j'en ai aussi qui m'ont été écrites personnellement. Donc, premièrement, justement, peut-être prendre cette première question-là. Il y a quelqu'un qui demandait, qui était confuse, en fait, là, qui disait, tu as dit qu'il fallait parler de la situation, mais après ça, de ne pas en parler. Fait que veux-tu juste repréciser suivant, on vit un événement qui est difficile, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, puis de quoi on parle si on parle? Oui, ben oui. Puis la question, elle est très, très bonne. Et on en parle. On en parle. Sans forcer. Si on pense que ça nous fait du bien, on en parle. Maintenant, on ne parle pas à n'importe quel niveau. Ça ne sera pas j'ai vu telle affaire, à telle heure, il s'est passé ça, la personne m'a dit ça, puis là, elle est tombée là. Puis on ne va pas parler nécessairement des événements comme tels en termes de référez-vous au sens, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a senti quand c'est arrivé. Tu sais, on parle, mettons, un feu ou quelqu'un qui a fait dans ses culottes quand il est arrivé un événement. On n'a pas besoin d'aller dans ces détails-là. Ce qu'on veut, c'est aïe, aïe, ça m'a vraiment sonné. Ah, écoute, j'avais la patate qui. On peut parler de son vécu. J'ai pensé ça à ce moment-là. J'ai failli mourir. J'étais sûre que j'allais mourir. On est dans notre vécu, dans comment on l'a senti, comment on l'a vu, comment. Mais on ne parle pas nécessairement de ce qui s'est passé. C'est pas c'est pas de revivre le trauma. C'est pas de revivre la scène qu'on veut. C'est parler de comment on l'a vécu. J'aimerais ça savoir si la personne, ça répond à sa question. Je vais voir si elle m'a répondu à mon écran privé. Puis peut-être dire que ça, c'est un réflexe souvent qu'on voit dans nos milieux aussi, puis même aussi avec la pratique qu'on a de faire la déclaration d'incidents, accidents. Souvent, on nous demande de revenir dans des détails de qu'est-ce qui s'est produit. Donc, on sait que ça, puis il y a des collaborations qui sont faites. C'est important de compléter les formulaires d'incidents, accidents, mais si c'est possible, d'attendre quelques jours avant de le compléter pour justement pas être dans la description très précise de l'événement avec la personne qui l'a principalement vécu. Est-ce que c'est possible qu'on aille avec quelqu'un d'autre qui a été témoin, mais qui n'a pas nécessairement vécu l'événement? Donc, ça, c'est dans les pratiques aussi qui sont bonnes. Donc, ce que je retiens de ta réponse, Marie-Josée, c'est oui, c'est important de parler, mais de qu'est-ce qu'on a vécu, de nos émotions, puis pas revenir dans la description de qu'est-ce qui s'est passé. On veut la décharge émotionnelle. Ce qui est visé dans le diffusing, c'est de revenir à un fonctionnement le plus optimal de décanter. OK. Je vais aller voir si elle m'a répondu. Sinon, il y avait une autre question dans le capartage qui est apparue au début de notre présentation qui était la personne a vécu quelque chose de difficile il y a plusieurs années, puis a eu un soutien, mais vit encore avec des symptômes que tu nommais au début de la présentation. Est-ce que c'est normal? Puis qu'est-ce que la personne peut faire si c'est quelque chose qui est encore présent chez elle? Moi, je pense qu'elle doit consulter. On est de l'ordre du. Si les symptômes persistent au-delà de 30 jours, je pense que la réponse est claire. On consulte un professionnel. Ça peut être le médecin, ça peut être le psychothérapeute. Il y a plusieurs sources. S'il y a des choses qui se sont installées, qui se chronicisent dans le temps, moi, je ne suis pas médecin, mais je conseille vraiment d'aller voir des professionnels de la santé spécifiques liés au trauma. Puis, il y en a qui sont spécialisés aussi en termes de traitement dans les situations qui sont vécues vraiment réalisées avec des traumatismes. Je pourrais peut-être aussi vous glisser une référence, là, entre autres l'équipe avec Steve Geoffrion, là, qui ont une expertise, mais qui sont plus à Montréal, mais qui ont une expertise particulière au niveau des situations traumatiques. On avait une autre question, puis là, ben, là, je vais revenir parce qu'il y a eu beaucoup de réponses dans le clavardage. Il y avait une autre question qui était
Quelqu'un qui était étonné des exemples d'événements traumatistes. Donc, c'est quelqu'un qui est psychologue. Donc, elle disait que c'est différent au niveau de la pratique des critères qui sont prévus au niveau du DSM-5. Donc, elle voulait avoir peut-être un peu plus d'informations à la fin pour voir qu'est-ce qu'on distingue. Puis, effectivement, il y a Marie-Josée qui avait répondu par la suite. Dans les exemples qu'on donnait aujourd'hui, c'est des situations à potentiel traumatique. Donc, il y a peut-être ça qui est la distinction entre les critères par rapport au DSM-5. Je ne sais pas, Marie-Josée, si tu veux compléter. C'est exactement ça. C'est qu'il y a un potentiel, dépendamment de tes vulnérabilités, est-ce que ça fait plusieurs fois, de ton histoire personnelle, de ta perception, d'un paquet de facteurs, il y a un potentiel. Effectivement, dans 95% des cas, les situations qu'on a nommées là ne se développent pas en trauma. Mais il y a un potentiel. La nuance, elle est vraiment là. Mais ça pourrait aussi. Donc, Heidi, si jamais tu veux plus d'informations, peut-être rester à la fin de la présentation, puis on pourra y revenir également. Là. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Là, j'ai fait le tour, je crois, des questions dans le clavardage. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions que vous souhaiteriez aborder avec Marie-Josée? Ça semble complet. J'ai déposé dans le clavardage l'appréciation de la rencontre avant que tout le monde te dise merci et mette leur appréciation dans les commentaires. Tu veux dire merci. C'est ça. J'ai déposé le lien vers l'appréciation de la rencontre. J'aimerais beaucoup que vous puissiez le compléter pour qu'on puisse encore une fois récolter vos commentaires. Je l'ai modifié un petit peu cette fois-ci pour valider des questions un peu plus précises. Donc, prend environ 5 minutes à répondre. On apprécierait beaucoup. Sinon, comme je vous le disais, c'est le dernier atelier de 2024. Pour 2025, la programmation n'est pas encore sortie pour que vous puissiez vous inscrire, mais je peux dès maintenant aussi vous nommer quelques thèmes qui vont être abordés dans nos webinaires dans les prochains mois. Donc, au mois de janvier, on va aborder la souffrance morale. Donc, lorsque notre éthique est remise en question, c'est un sujet qui est très présent dans notre établissement. Donc, ça va être un atelier qui va être abordé en janvier. En février, pour la semaine de prévention du suicide, comme à l'habitude, on va avoir une invitée qui est la formatrice Sylvie Potvin à Jevy qui va venir nous entretenir des endeuillés du suicide. Donc, des personnes qui sont endeuillées, mais que c'est à cause qu'une personne proche a commis un suicide, en fait. Donc, ça va être la thématique qui va être abordée. Puis, en mars, on va aborder la neurodiversité, là, donc notamment dans les communications qu'on a dans l'établissement. Alors, c'est un sujet qui avait été demandé par des veilleurs là, quand j'avais fait le sondage à l'automne dernier. Donc, ça va être en mars qu'on va réaliser cette activité-là. Alors, suivez les prochaines communications. Vous allez avoir dans nos communications régulières, puis par courriel, là, je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez vous inscrire si c'est des éléments qui vous intéressent. Mais sinon, dans toutes nos communications, vitrines, notes de service, là, ça va paraître sous peu là, à partir, peut-être avant les fêtes, mais certainement après les fêtes, on va s'assurer que tout le monde puisse profiter du congé des fêtes, mais puisse avoir aussi toute l'information pour pouvoir bien s'inscrire à nos ateliers. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Prenez soin de vous. Portez attention aux gens qui sont seuls aussi autour de vous. Donc, on sait que c'est une période qui n'est pas facile pour tout le monde. Donc, en tant que veilleur ou comme personne là, qui a le souci des autres autour de vous, là, gardez les yeux ouverts. Prenez soin de vous. Prenez des moments aussi pour aussi vous revitaliser vous-même là, pendant le temps des fêtes. Et comme le disait Marie-Josée, un facteur de protection qui est hyper important, c'est le contact social. Donc, profitez-en avec vos proches et on se retrouve après les fêtes pour un autre webinaire. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci à toi. Merci à tout le monde. Nous, on reste-tu plus longtemps? On va rester quelques minutes, comme on avait dit au début. Je vais juste vérifier. Isabelle, là. Ah, elle vient de partir. La sœur, ça a réussi à rentrer.
Merci, Émilie. Je ne sais pas si la personne est encore présente. Dans le fond, peut-être compléter avant que j'arrête l'enregistrement. Dans le fond, la personne qui avait posé la question me disait qu'elle ne comprenait pas nécessairement la pratique parce que ce n'est pas ce qu'ils vivent dans le milieu de travail, c'est-à-dire que les gens ont besoin de raconter avec précision les événements pour débriefer et comprendre comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tu sais, elle disait, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec cette façon de faire-là, puis peut-être justement d'arrêter la personne. En cours, avec Steve Geoffrion sur ça, parce qu'effectivement, pour les méthodes d'enquête, ça prend des faits pour revenir sur les événements et tout. À partir de quand on peut faire ça? Est-ce que c'est la 14e journée? Est-ce que c'est quand la personne le décide? Est-ce que c'est... On ne le sait pas. Mais avec Steve Geoffrion, on a des travaux à prévoir justement parce qu'on se fait poser cette question-là et on n'a pas la réponse. Mais clairement, pour la santé psychologique, ce n'est pas l'idéal de reparler de l'événement comme tel, mais pour certains autres enjeux d'enquête ou pour revenir sur des événements ou pour que ça aille mieux des prochaines fois et tout, en prévention, c'est important d'y revenir aussi. Mais quand? C'est ça l'affaire. Et ça, on n'a pas de réponse. Steve Geoffrion ne l'a pas non plus. Et peut-être juste dire aussi qu'il y a un changement dans le type d'intervention suivant des situations potentielles traumatiques. Avant, c'est vrai qu'avec le debriefing, on demandait aux gens plutôt de raconter, puis de raconter les émotions, mais de raconter en partie l'événement. Là, on est rendu plus avec une pratique de diffusing, qui est justement plus au niveau des émotions à nommer. Donc, il y a cette distinction-là, puis c'est vrai que c'est un changement de courant. Puis que ça va justement évoluer avec le temps, mais c'est avec les nouvelles connaissances, justement les travaux de recherche qui se font, notamment avec Steve Geoffrion, qu'on découvre que ça peut plutôt s'ancrer si on raconte l'événement plutôt que d'être une pratique là, pour justement réduire les potentiels de traumatisme. Ça peut être des pratiques qui amènent à ancrer le traumatisme. Fait que c'est ces éléments-là là, qui sont travaillés actuellement. Puis dont tu disais, Marie-Josée, qu'il y a encore de l'inconnu, mais qu'il y a des travaux qui se font actuellement. Oui, c'est important. Je vais arrêter l'enregistrement, puis je ne sais pas si Heidi... Je vais arrêter ça d'abord. Elle a écrit qu'elle serait plus à l'aise qu'on enlève